Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, inaugure un abattoir moderne de volailles à Kouria dans la préfecture de Koya. Sa capacité de production est de 3000 poulets par jour. Le ministre Moustapha Naïté des Travaux publics visite les chantiers de la route nationale Koya-Mamou-Dabola, des travaux réalisés par une entreprise chinoise pour un délai contractuel de 36 mois. En dehors du pays, le ministre des Mines poursuit son séjour de travail au Maroc. Il a eu des échanges fructueux avec des entreprises évoluant dans le secteur minier, avec pour ambition de renforcer la coopération maroco-guinéenne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La Guinée a désormais un abattoir moderne de volailles. Le projet est réalisé par une femme, elle s'appelle Madina Dansoko. Le coût d'investissement est estimé à 3 milliards de nos francs et la capacité de production 3000 poulets par jour. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Compte rendu à Dikabara. C'est un abattoir de volailles situé à Bangouya dans la préfecture de Koya. Il permet de produire et de transformer les poulets de chair de qualité. De l'abattage à la charcuterie en passant par l'épicerie, le déplumage et à la chambre froide, tout se passe dans les conditions d'hygiène requises. Notre souhait, c'est de produire des œufs de poulet typiquement faits en Guinée. Et au lieu d'aller chercher des poulets à l'extérieur, dont on ne connaît pas les dates, dont on ne connaît pas les conditions que ces poulets-là sont élevés, ça serait mieux que les Guinéens se sentent dans la filière. Comme ça, le plus pauvre aura l'accès à la viande de poulet et des œufs. Les travaux de construction ont duré 8 mois pour un coût d'investissement estimé à 3 milliards de francs guinéens, entièrement financé par une de nos compatriotes, Mme Madina Dansoko. À travers plusieurs voyages d'affaires dans la sous-région et sur d'autres continents, je me suis rendu compte que mon pays marquait un retard dans le secteur de l'élevage du poulet de chair. À la qualité du poulet de chair qui ne fait l'objet d'aucune contestation quant à sa qualité, il demeure aussi un moteur de croissance dans le secteur avicole vu le nombre d'emplois qu'il peut créer. D'où l'idée de ce projet de mise en place d'un abattoir de volailles respectant les normes et qualités d'hygiène recommandées. Les installations sont bâties sur une superficie de 13 hectares répartis en blocs techniques et administratifs. Secteur porteur de croissance, l'élevage est devenu aujourd'hui une priorité pour le gouvernement guinéen. Avec ce que nous voyons, nous savons désormais qu'en notre sein, la jeunesse a compris et que si elle se prend en charge, le rêve devient possible et l'État sera là pour dire combien de fois il est à ses côtés et le chef de l'État qui a fait de la jeunesse une priorité de sa politique et de l'autonomisation des femmes une priorité, a aujourd'hui raison de voir Mme Madina Dansoko être chef de file de cette génération audacieuse, ambitieuse, moins dans la politique que dans l'entrepreneuriat. Améliorer les activités avicoles en Guinée est une valeur ajoutée dans la croissance économique du pays. L'industrie de la volaille, elle est importante de par ses vertus nutritionnelles, elle est importante par sa part contributive dans la formation du PIB national. La Côte d'Ivoire a produit et traite 45 000 tonnes. Le Sénégal, 53 000 tonnes. Où est la Guinée? Le point de départ vient d'être donné par Madina Dansoko parce qu'elle valorise la filière pour aider, encourager les producteurs à produire, aider et encourager les consommateurs à consommer sain et à consommer de la viande de qualité. Cet abattoir de volailles a une capacité de production de 3000 poulets par jour pour 30 emplois directs et 200 emplois indirects et les femmes constituent les 90% des travailleurs de cette industrie agroalimentaire.
L'économie guinéenne affiche de belles performances. Les indicateurs sont au vert avec une croissance à 6%. Une rencontre portant sur la revue annuelle de la mise en œuvre du plan de réforme des finances publiques s'est tenue ce matin. Les projections pour 2019 ont été dévoilées en présence des partenaires techniques. Maurice Sidibé. En 2018, la Guinée a maintenu son cadre macroéconomique stable conformément aux objectifs du programme économique et financier soutenu par le Fonds monétaire international. Le solde budgétaire de base connaît un excédent de 0,8% du produit intérieur brut. Les réserves d'échange se sont consolidées. L'inflation est maintenue à un chiffre, soit 9,9% à fin décembre 2018. La croissance économique est estimée à 6%. Au cours de ces 3 dernières années, la Guinée a réalisé des performances presque extraordinaires en matière de croissance économique. Parce que de 2016 à 2018, la croissance moyenne du PIB a été de 9,9%, ce qui classe la Guinée parmi les pays du continent les plus performants. Et la croissance économique jusqu'à présent est portée essentiellement par le secteur minier. Mais le gouvernement, sous le leadership du président de la République, professeur Alpha Condé, a entamé un processus de diversification de l'économie nationale afin de reposer le poids de l'économie sur et le secteur minier et le secteur agricole. Au cours de la même année, les fronts des réformes se sont dynamisés. Les structures de la gestion des marchés publics sont rationalisées. Le compte unique du Trésor pour les organismes publics de l'État rendu opérationnel. À cela s'ajoute la création du numéro d'immatriculation fiscale permanent, la réforme de l'inspection générale d'État et la préparation des arrêts de la Cour des comptes. L'Union européenne ainsi que les autres partenaires techniques et financiers, les Fonds monétaires, la Banque mondiale, la BAD, la France et les autres partenaires portent sur le spectre entier de la gestion des finances publiques. Cela passe par la comptabilité de l'État, par la gestion et la programmation et l'exécution budgétaire, par la gestion des marchés publics et le contrôle externe, avec l'opérationnalisation effective de la Cour des comptes, la production des premiers arrêts sur les comptes de gestion de l'État, et c'est une fonction qui progresse. La tranche 2019 du plan de réforme des finances publiques comporte des actions prioritaires dont la réalisation va permettre au département de l'économie de consolider la chaîne des finances publiques au niveau des maillons qui connaissent des faiblesses. Dans le même volet, revue des activités du système des Nations Unies en Guinée, la rencontre s'est tenue ce mercredi entre les représentants des deux parties. Objectif, fédérer les efforts pour l'atteinte des objectifs de développement durable pour la Guinée. Nous y reviendrons. Et puis c'est parti pour 10 jours de formation des cadres des ministères pilotes en gestion axés sur le résultat, une initiative qui vient en réponse à la problématique de la gestion des ressources publiques. Le point avec Sadou Bari, Yaya Silla. Depuis longtemps, la gouvernance économique en Guinée est souvent confrontée à d'énormes contraintes qui bloquent son fonctionnement optimal. C'est pour résoudre ce problème que le gouvernement, à travers le ministère du Plan, a sollicité et obtenu des partenaires techniques et financiers la mise en place d'un outil informatique permettant de moderniser et de gérer de façon optimale et intégrer toute la chaîne. Programmation, projet, budgétisation et suivi et évaluation. Ces acteurs, comme vous le savez, c'est la cheville ouvrière de tout le processus de mise en œuvre des investissements publics. Donc, si ces acteurs s'approprient de cette plateforme d'investissement public, alors nous sommes persuadés que effectivement ces investissements pourront être bien suivis sur le terrain et pourront avoir les impacts qui sont attendus en termes d'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Cette rencontre est la suite logique de celle de Dalaba, dont le but est de former les acteurs sur la gestion axée essentiellement sur le résultat. Le PNUD, en partenariat stratégique avec la BAD, offre des équipements à la plateforme afin d'impulser une dynamique au travail de tous les jours.
L'impact de cette plateforme, ça nous permet déjà de budgétiser, de suivre les différents projets. Parce que avant, les initiateurs des projets étaient obligés de mettre tous les projets sur papier et avec la lourdeur administrative, le transfert des projets d'une direction à une autre ou bien d'un département ministériel à un autre posait assez de difficultés. Mais maintenant, avec cette plateforme, il est très facile maintenant de transmettre cette plateforme via Internet et il est accessible à n'importe où et n'importe quand. Donc c'est un moyen sûr de transmettre les projets, disons, acquis de droit et à temps. Le département de plan et de développement économique fonde un véritable espoir à cet atelier car ce sera en fin de compte le début d'une autre façon de gérer les investissements publics en Guinée. C'est avant tout une façon de changer le cadre de travail dans lequel nous avons évolué jusqu'à présent, où nous ne disposions presque pas d'une banque de données mobilisable à temps pour pouvoir nous assurer effectivement de la façon dont les projets évoluaient sur le terrain. Donc à date, nous pouvons nous prévaloir d'avoir un outil qui va bientôt entrer en cours d'exécution et qui va nous permettre en tout cas d'être à jour dans le suivi des projets. Cette rencontre concerne 6 ministères pilotes, les ministères des Travaux publics, l'agriculture, la santé, l'énergie, mines et géologie et l'éducation nationale. Dans la foulée, l'USAID fait sa revue des programmes d'assistance à la Guinée. Les actions s'inscrivent dans le cadre du PNDS 2016-2020, une occasion pour l'ambassade des États-Unis et le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine de se pencher sur d'autres projets de développement. Mohamed Seyar Souma. La revue du portefeuille de l'USAID est en discussion à Conakry. La plateforme met en lumière l'assistance des États-Unis au profit de la Guinée. En 2019, les actions prioritaires sont identifiées. Les efforts en investissement doivent conforter le chemin vers l'autonomie. Nos équipes aujourd'hui détailleront ce concept de le chemin vers l'autonomie et tiennent à souligner que ce n'est pas une stratégie de sortie. Par contre, c'est un moyen de faire évoluer nos relations avec les pays partenaires et faire en sorte qu'ils adoptent la voie où l'assistance étrangère ne sera plus nécessaire. Pour réaliser cette vision, notre objectif stratégique consiste à favoriser une croissance économique inclusive, le développement humain, l'amélioration des conditions de la santé et la gouvernance démocratique. L'année dernière, les États-Unis ont investi à travers l'USAID 26 millions de dollars en Guinée. Le financement participe à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Les secteurs sociaux comme l'éducation, la santé ont été boostés par cette assistance financière. Les résultats obtenus ont une dimension nationale. Les programmes d'intervention de l'USAID et d'autres agences américaines couvrent les 4 régions naturelles de la Guinée et sont exécutés selon le principe de la gestion axée sur les résultats, ce qui permet au partenariat États-Unis d'Amérique-Guinée d'enregistrer un véritable succès dans sa mise en œuvre. Ce succès repose largement sur l'écoute attentive des femmes et des hommes de votre institution, des préoccupations des communautés guinéennes à la base. Pour le futur, la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine recommande une visite conjointe de terrain en vue de constater les différentes réalisations. L'approche va faciliter la prochaine revue du portefeuille de l'USAID, Agence des Nations Unies pour le développement international. Lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique de l'Ouest. Le comité de pilotage se retrouve à Conakry pour la 7e fois. Ils échangent sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le phénomène dans la région ouest africaine. Compte rendu Al-Gassimoba. Le blanchiment d'argent continue à prendre des proportions inquiétantes. Dans le monde, 70 milliards de dollars environ sont concernés par le blanchiment. À l'heure du terrorisme, ces capitaux en circulation inquiètent dans la sous-région ouest-africaine. À Conakry, les États mutualisent les efforts de riposte.
Dans l'espace CEDEAO, les membres des services nationaux de traitement des informations financières sont réunis pour renforcer leur capacité de lutte contre le blanchiment d'argent. Les trafiquants, les criminels ont besoin, et les terroristes ont besoin de financement pour commettre leurs actes et l'objectif de leurs actes, c'est évidemment d'obtenir de l'argent. Donc il faut absolument pouvoir lutter pour essayer de les empêcher de bénéficier de cet argent qui serait blanchi pour pouvoir en profiter et les empêcher de pouvoir financer leurs activités. Donc la lutte contre le blanchiment d'argent est un petit peu, si vous voulez, l'épine dorsale de la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et d'autres types de criminalité. Cet espace d'échange d'une semaine permettra aux acteurs de discuter des difficultés rencontrées au cours de l'exécution du projet et d'examiner l'état de sa mise en œuvre. Et il est important que les acteurs qui sont impliqués dans cette lutte puissent avoir les moyens pour pouvoir prendre en charge le traitement des infractions de blanchiment de capitaux et surtout du financement du terrorisme. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des cellules de renseignement financier et ensuite des agences en charge d'enquête, de poursuites et de répression. Ce projet de l'Union européenne marque le degré de coopération dans la réalisation de l'agenda du GIABA en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et du terrorisme. Le projet est financé à hauteur de 8 millions de dollars. Le ministre Moustapha Naïté des Travaux publics poursuit sa tournée sur les chantiers des routes entamés par le gouvernement. Cette semaine, ce sont les chantiers de la route nationale Koya-Mamou-Dabola qui ont été visités. Des chantiers dont les travaux sont exécutés par une société chinoise pour un délai contractuel de 36 mois. Reportage Mangafou Touré. Après le lancement des travaux de construction des routes dans l'arrière-pays, le ministre des Travaux publics passe au crible les différents chantiers. Sur le pont Kaka, on aperçoit les premières traces de China Road and Corporation, l'entreprise à laquelle les travaux de construction de la route nationale numéro 1, Koya-Mamou-Dabola, sont confiés. À la place du béton bitumineux en dégradation ces derniers temps, une autre couche de béton armé est appliquée par l'entreprise. On a déjà réalisé les travaux d'installation provisoire, y compris les bases-vies et les différents bases techniques, y compris centrale à béton, centrale à d'enrobé et air préfabrication. Pour davantage accélérer les travaux, le ministre Moustapha Naïté et ses cadres ont eu un entretien avec l'entreprise et la mission de contrôle pour aplanir d'éventuelles difficultés. La délégation du ministre s'est rendue sur le nouvel axe à l'Insan où sera construit un nouveau pont de 64 mètres linéaires situé en amont à 1 km de l'ancien pont. À quelques kilomètres du site, la première centrale à béton est prête pour la production. Les équipements et autres engins sont déjà sur place et attendent d'être déployés. L'ambition du chef de l'État, c'est de doter le pays d'infrastructures dignes de ce nom, des infrastructures qui pourront répondre au développement économique du pays. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus nous enquérir des réalités sur le terrain, pourront être à Conakry et peut-être avoir des rapports chaque semaine, hebdomadaires, mais il est toujours important de venir toucher du doigt la réalité et rendre compte à ces hiérarchies, au Premier ministre et au chef du gouvernement et au président de la République de ce qui se fait sur le terrain. Une fois réalisée, la route nationale numéro 1 Koya-Mamou-Dabola viendra combler une partie du déficit d'infrastructures routières du pays. Elle s'inscrira ainsi parmi les efforts du gouvernement pour le développement de la Guinée. Ceci pour soulager les populations. On ne quitte pas complètement les travaux publics pour vous parler de cette œuvre de bienfaisance du député uninominal de Forêt-Caria. Il vient de financer sur fonds propres les travaux de réalisation de 2 ouvrages dans la préfecture de Benti. Une fois opérationnels, ces ouvrages permettront de faciliter l'acheminement des produits des zones de production vers les zones de commercialisation. Abdoulaye Diallo. Forêt-Caria est l'une des zones où l'accès à l'eau potable constitue une véritable préoccupation des populations. Pour réduire la corvée de la communauté, le député uninominal de la préfecture réalise plus d'une dizaine de forages dans les différentes sous-préfectures de la localité. En plus de cette action salvatrice, des ouvrages de franchissement sont aussi en cours de réalisation, comme ici dans la commune rurale de Benti.
L'action consiste à faciliter l'écoulement des produits locaux. Quand la population est satisfaite, parce que vous voyez à Salatougou, les véhicules ne peuvent pas passer parce qu'ils produisent du poisson, des produits marins là qui ont besoin de rejoindre la côte. Quand ça va finir, je suis sûr que les gens vont faire la fête. Déjà ils sont contents. Et donc ça c'est une chose. Et ici également, ça va être un grand plaisir parce qu'un pont que l'on fait comme ça, ça va durer peut-être combien d'années. Et donc c'est un plaisir, un réconfort pour la population de dire « Ah, c'est notre frère qui a fait ça ». Donc moi, ma satisfaction, vraiment, c'est ça. Derrière cette vaste plaine agricole se trouve un village côtier. Mais à cause de la montée de la marée, le rendement agricole est très souvent faible. Pour mettre fin à un long conflit entre pêcheurs et agriculteurs, l'élu de Forikaria propose la réalisation de cet ouvrage de franchissement. Une fois terminé, l'ouvrage va permettre le libre échange des produits locaux. Il faut attendre la baisse de l'eau pour bloquer l'eau, la rentrée de l'eau et la sortie de l'eau pour nous permettre, et cela demain, cela se fera Inch'Allah demain matin. On va essayer de bloquer l'eau de part et d'autre pour nous permettre de creuser encore jusqu'au niveau de bon sol pour faire la fondation avec le radier comme je vous l'ai expliqué auparavant. Nous prions pour Elaz Lucien Fofana et ses amis. Que Dieu l'accorde la longue vie et la bonne santé. Ce qu'il est en train de faire comme ça, nous sommes vraiment ravis. Même nos devanciers sont contents pour cette action. À travers de telles initiatives, l'honorable Luceni Fofana entend participer au développement communautaire de Forikaria. La réalisation de ces ponts vient combler des attentes longtemps nourries par les populations de cette contrée. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour les littéraires et les artistes. La loi portant protection de la propriété littéraire et artistique en Guinée est en examen à l'Assemblée nationale. Une opportunité saisie par les artistes pour faire une journée de plaidoyer. Face à leurs multiples difficultés, ils plaident notamment pour le renforcement du régime des sanctions. Robert Siditolo. Les œuvres littéraires et artistiques font aujourd'hui l'objet d'un piratage systématique. Ces œuvres piratées se retrouvent un peu partout sur le marché, dans les téléphones et autres sports, sans que cela ne soit en accord avec leurs acteurs. Ces activités se font en violation des règles et législations en la matière. C'est pour remédier à ces fléaux que s'est tenue la journée de plaidoyer du Bureau guinéen des droits d'auteur, BGDA, sur le projet de loi portant protection de la propriété littéraire et artistique en République de Guinée. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup sont partis. Ceux qui restent vivent dans la précarité. Ceux qui vivent malheureusement et misérablement. Alors, il faudrait qu'on prenne les devants pour que les générations qui suivent ne soient pas découragées de suivre les artistes. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que l'on dise, nous artistes? Ça ne sert à rien de faire des déclarations, de rendre des hommages à titre posthume. Il faut le faire maintenant. Les échanges ont porté sur la loi 043 adoptée en 1980, dont les dispositions de certains articles ne répondent plus aux normes actuelles dans le cadre de la protection de la propriété littéraire et artistique. L'accent a été mis sur la nécessité de relire la loi en vue de renforcer le régime des sanctions et réhabiliter les hommes et femmes de culture dans leurs droits. Le jour où cette loi va être adopté par l'Assemblée, je tiens la ferme promesse devant l'opinion nationale et internationale que la précarité que vivent les artistes de la Guinée aujourd'hui, alors on va siffler une fin à cela, ça va finir avec eux. Suite à cette activité de plaidoyer devant certains députés, la loi 043 fera l'objet de débats en commission et en intercommission avant d'être examinée et adoptée en séance plénière les jours prochains. Célébration ce 15 mai de la Journée internationale de la famille. Elle a été placée sous le thème « Mariage précoce et forcé, un enjeu familial ». Une occasion pour le département de l'action sociale de sensibiliser les parents des jeunes filles du lycée Ahmed Sékou Touré de Conakry sur les conséquences de ce phénomène dans notre pays. Reportage Mohamed de Camara.
Pour une large sensibilisation des jeunes filles sur le phénomène du mariage précoce, le ministère de l'Action sociale choisit le lycée Ahmed Sékou Touré dans la commune de Matoto. Ce contact direct entre les cadres et élèves vise à réduire le taux de prévalence du phénomène dans notre pays. Selon l'EDS de 2018, 3 femmes sur 5 sont mariées en Guinée avant l'âge de 18 ans. Dans le contexte actuel, de placer cette journée sous le thème mariage précoce et forcé des filles, un enjeu familial. Pourquoi? Parce qu'on a constaté, et les chiffres sont là, ils parlent, que 3 jeunes filles guinéennes sur 5 sont mariées avant l'âge de 18 ans. Ce qui est un problème, un gros problème. Et en plus des lois, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des textes de loi qui condamnent la pratique du mariage précoce. Mais il faut surtout continuer, persévérer dans la sensibilisation. L'occasion est mise à profit par les responsables du ministère de l'Action sociale pour offrir des cadeaux symboliques aux jeunes filles élèves qui se sont distinguées au cours de l'année scolaire 2019. Une récompense visant à les encourager pour l'élan d'excellence qu'elles ont entamé. L'espoir que ça m'a donné, je n'avais jamais rêvé ainsi que j'allais avoir un cadeau un jour. Et pour cela, aujourd'hui, pour toujours, je compterai poursuivre mes études, aller jusqu'au bout. Décrétée par les Nations Unies le 20 septembre 1993, la Journée internationale des familles est une occasion solennelle pour les États et les organisations des droits humains de méditer sur l'ensemble des préoccupations majeures qui affectent la vie en société. Un mot de religion, l'Église de Dieu de la prophétie vient de certifier des moniteurs de la petite enfance, une formation assurée par le ministère international des enfants de l'Église. Les participants venus de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest devront préparer ces jeunes à la vie sociale et spirituelle. Reportage Francis Collier. Ils ont appris comment préparer l'enfant à ses responsabilités futures. Ces éducatrices et éducateurs de la petite enfance sont appelés moniteurs ou monitrices. Ils se sont familiarisés avec des méthodes simples et adaptées aux enfants. Je suis un évêque d'un pays, mais toutefois est-il que quand il s'agit des enfants, je me mets moi-même dans l'enseignement des enfants, je me mets à leur niveau, je danse avec eux, je saute avec eux, je m'amuse avec eux dans le seul but de pouvoir véritablement les encadrer. Le but du ministère international des enfants de l'Église de Dieu de la prophétie est d'imprimer dans le cœur de l'enfant des valeurs spirituelles et sociales. La fin de cette transmission du savoir éduqué est sanctionnée par la remise des satisfecit. Cet institut vraiment nous a outillés, nous a donné des stratégies et des méthodes. Il y avait des choses que je ne connaissais pas vraiment du tout, mais avec ces enseignements, je pense que je ferai beaucoup plus. Je retourne au pays avec l'enthousiasme d'encadrer bien les enfants de mon pays, et parce que demain, c'est pour les enfants. Si nous ne les encadrons pas aujourd'hui, nous n'avons pas une vie demain. Donc pour avoir l'assurance que demain sera meilleur, nous devons encadrer les enfants. La formation est reçue. Il appartient désormais aux participants venus de l'Afrique de l'Ouest de pratiquer cette pédagogie adaptée aux enfants à travers des leçons bibliques une fois dans leurs églises respectives. Et on termine avec la mission du ministre des Mines au Maroc. Abdoulaye Magassouba s'est rendu successivement à l'Office national des hydrocarbures et des mines, à l'Office chérifien des phosphates et enfin à l'École nationale supérieure des mines de Rabat. Partout, des volontés sont affichées pour renforcer la coopération maroco-guinéenne. Envoyés spéciaux, Valérie Talimane, Mohamed Lamine Kaba. Le Maroc et la Guinée ouvrent un nouvel axe de coopération bilatérale. C'est l'échange d'expériences sur les questions minières. Depuis 2014, l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc et la Sogipami, Société guinéenne du patrimoine minier, travaillent pour un mode de partenariat intégral. Nous avons initié des actions de coopération dans le domaine de la recherche minière et à travers les propos de Monsieur le ministre guinéen aujourd'hui, nous avons complété notre information que nous savions déjà par le fait que la Guinée a engagé depuis 2010, sous l'égide du président, des politiques extrêmement importantes en termes de réforme du secteur minier.
Toutes les options de coopération entre Rabat et Conakry sont explorées. Dans le domaine de la formation et de la recherche, par exemple, les deux parties envisagent, rapprochées dans les prochains mois, l'École nationale supérieure des mines de Rabat de l'Institut supérieur des mines de Tamakene à Boké à travers un accord cadre de partenariat. Concrètement, c'est-à-dire on peut voir les programmes ensemble, aider avec l'envoi des enseignants de l'école, former des formateurs, faire de la formation continue, aider dans le montage des programmes de formation continue et l'aide pour la formation des formateurs, qui est la chose la plus importante, c'est de former les formateurs. Les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur sont avec nous pour justement travailler avec les cadres de l'école pour formaliser un partenariat qui va être soumis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin que nous puissions avancer dans le cadre de renforcement des capacités dans le secteur de manière globale. À l'Office chérifien des phosphates, c'est le même engouement de coopération. Le leader mondial sur le marché des phosphates, centenaire dans ce domaine, compte mettre son expertise au profit de la Guinée dans le perfectionnement des jeunes cadres. Des stages pratiques vont être accordés de façon périodique à notre pays pour maîtriser la chaîne de valeur et le management dans les mines. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Un grand merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Falilou Diallo. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir et à très bientôt.